Bonjour à tous, je suis Jérôme Chagnoux et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire. Vous le savez, la cybersécurité est à la une de pas mal de médias en ce moment. Les fuites de données se multiplient, la pénurie de profils pointus dans le domaine inquiète les DSI et les organismes d'études tirent la sonnette d'alarme sur les menaces de plus en plus sophistiquées qui planent sur les entreprises. Résultat, en début d'année, le Forum économique mondial a désigné la cybercriminalité comme un risque majeur, au même rang que les catastrophes naturelles et le changement climatique. On évoque régulièrement les pertes de données et les attaques de phishing. Ce dont on parle moins, c'est le problème des robots, qui se comportent comme des utilisateurs sur les sites web et les applications cloud. Alors il y a bien sûr des attaques en déni de service, mais il y a aussi les robots qui vont frontalement activer une fonctionnalité du site ou simuler une demande d'information. À quoi ça sert, me direz-vous? Mais prenons un exemple assez courant dans le domaine de l'assurance. Un robot, qu'on appellera un bot, ou un réseau de bots, va réaliser une demande de devis en masse en se connectant sur le site de l'assureur et en remplaçant un grand nombre de formulaires qui vont ensuite être traités par le processus classique. Il ne s'agit pas ici de phishing pour détourner des fonds, il ne s'agit pas ici d'une fuite de données clients, de vol de données, mais la conséquence est tout de même préjudiciable pour l'entreprise, puisque tout d'abord c'est une perte de temps dans le traitement de ces fausses demandes, qui vont parfois générer des campagnes de relance dans les centres d'appel, par exemple, et donc mobiliser un certain nombre de ressources pour rien. Ensuite, il y a la récupération de données concurrentielles sur les tarifs lorsque les devis sont transmis au commanditaire du bot, ce qui est certainement son objectif initial. Cet exemple n'est pas un cas isolé. On va dans ce séminaire vous donner d'autres cas réels dans différents secteurs d'activité. Les chiffres montrent en tout cas que le phénomène n'est pas anodin. L'an dernier, un rapport révélait que 43% des tentatives de connexion en ligne étaient dues à des robots malveillants. Et ce chiffre montre même à 82% dans le secteur de l'hôtellerie et des compagnies aériennes. Avec la cloudification des applications d'entreprise, le risque est réellement démultiplié. Alors comment lutter? Combattre ces attaques frontales de bots n'est pas si simple. Ceux qui les programment s'attachent bien sûr à les rendre de plus en plus intelligents, avec des comportements de plus en plus proches que de ceux des humains. D'autre part, ces attaques sont très rapides. Une fois détectées, il faut attendre la réaction d'un responsable sécurité et c'est généralement trop tard. De plus, une partie de ces robots qui circulent sur Internet ne sont pas réellement malveillants. Il faut, par exemple, ne pas bloquer les crawlers de Google qui nous permettent de référencer nos sites ou tout système de collecte de contenu qui alimente les comparateurs ou qui réalise des analyses. La bonne méthode, c'est d'utiliser des techniques qui vont se concentrer sur l'étude du comportement du visiteur et qui vont disposer des pièges que les robots ne décèleront pas. Alors le piège classique que vous connaissez, c'est le CAPTCHA, mais on a également des boutons cachés que seul le robot va activer. Et ça passe aussi par l'étude du temps de lecture d'une page ou la vérification des mouvements de l'accéléromètre d'un smartphone pour les applications mobiles. Une fois ces techniques activées, il faut être très réactif. Et c'est là que va intervenir l'intelligence artificielle. Concrètement, la guerre de la cybersécurité se fait aujourd'hui machine contre machine. Et pour combattre ces robots, il faut d'autres robots, seuls capables d'analyser des milliers, voire des millions d'attaques simultanées, de repérer les risques et de mettre en place les blocages au plus tôt. Chez Oracle, nous avons depuis quelque temps déjà intégré de l'intelligence artificielle dans nos solutions pour la sécurité. Vous allez au travers de ce webinaire découvrir comment en détail cela fonctionne au travers de nos solutions de bot management. Alors, je dois maintenant vous rappeler que ce webinaire est un webinaire enregistré, que vous avez l'occasion de poser des questions au travers de notre fenêtre de chat, qu'il ne faut surtout pas hésiter, qu'on adressera l'ensemble des questions en fin de séance, et que vous pourrez bien évidemment accéder au webinaire en replay pour les communiquer à vos collègues, pour les communiquer à des personnes qui seraient également intéressées ou pour même le revoir vous-même. Je vais laisser la parole à notre animateur de webinaire qui est Julien Lehmann, qui est directeur de la stratégie produit sur la cybersécurité des applications cloud Oracle. Julien, à toi de jouer. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie de participer à ce webinaire. J'espère qu'il va être intéressant. Le programme pour aujourd'hui, bien sûr, je dois présenter le Safe Harbor Statement, bien sûr.
de Oracle. Et le programme pour aujourd'hui va être, j'espère, intéressant. Je voulais vous présenter un petit peu les grandes tendances, les tendances les plus récentes sur les attaques, hein, et vous présenter aussi quelques attaques qui ont eu lieu sur certains de nos clients durant ces derniers mois. Ce sont des exemples qui ont moins de 6 mois. D'attaques qui ont lieu sur des clients qui étaient protégés par nous. Donc on voit la manière dont ils ont été attaqués et la manière dont on les a protégés. Je suis désolé, par contre, les transparences sont en anglais. Je parlerai en français, bien sûr, pour les expliquer. J'espère que ça vous posera pas de problème. Le premier élément que je souhaiterais partager, c'est une quote de Brian Krebs. Brian Krebs, c'est un journaliste extrêmement célèbre dans le monde de la sécurité. Et il a cette phrase très forte qui est la complexité est l'ennemi de la sécurité. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que chez nos clients, on a beaucoup de grands clients qui ont beaucoup de solutions différentes de sécurité pour se protéger. En fait, la complexité et la multiplication des solutions de sécurité créent des failles. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que la sécurité n'est pas proportionnelle à l'argent qu'on dépense pour pouvoir se protéger. C'est pas en multipliant les solutions de sécurité qu'on est forcément plus sûr. Un petit rappel juste des efforts d'Oracle pour gérer et se positionner dans le cloud. Juste de manière historique, ça a commencé à peu près il y a 1 an. On a eu nos premiers clients il y a 1 an, particulièrement aux États-Unis, avec une région. Et puis, depuis 1 an, on a réussi à étendre notre présence et le nombre de clients aussi. Ça se voit sur cette carte. Donc, un effort énorme a été fait chez Oracle pour pouvoir étendre l'offre de cloud. Et aujourd'hui, on a ouvert il y a quelques jours le data center de Tokyo et de Séoul. Et on est présent maintenant avec l'objectif d'avoir plus de 18 régions d'ici la fin de l'année. Et vous voyez qu'on couvre aussi bien les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et simplement une mention spéciale pour différencier les carrés des ronds. Donc les carrés sont bien les data centers dans lesquels vous pouvez héberger vos applications. Et les ronds, ce sont les edge, donc les points de présence à la frontière du réseau, les edge point of presence. Et donc, c'est surtout de cela dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont faire ce filtre des attaques afin de protéger les applicatifs qui sont hébergés sur le cloud chez nos clients ou dans notre cloud ou même dans d'autres clouds. Cette offre de cloud est bien sûr certifiée PCI compliant et toutes ces certifications sont bien sûr mises en œuvre dans tous les data centers que nous avons à travers le monde. Et pour en venir plus particulièrement maintenant sur la partie de sécurité, je voudrais simplement faire un rappel des quelques tendances générales que l'on voit sur ce marché. Donc d'abord, évidemment, la croissance des bots, hein, donc des robots, c'est-à-dire que l'ensemble étant donné que le nombre d'éléments en ligne croît de manière exponentielle, tous ces éléments en ligne, tous ces produits en ligne, que ce soit des webcams, des thermostats, des ampoules, sont susceptibles d'être retournés contre des applicatifs hébergés dans le cloud. Donc c'est vraiment, ça étend la surface à protéger. La deuxième grande tendance, c'est évidemment que les attaques sont de plus en plus sophistiquées. On le voit dans le sens où effectivement, par exemple, afin d'obtenir un exemple simple, c'est afin d'obtenir un login password. Avant, on pouvait tester un login password et on s'apercevait assez vite qu'il y avait quelqu'un qui était en train de tester un login password. Donc le brute force était bloqué de manière assez simple. Mais aujourd'hui, avec les bots et la multiplicité des composants en ligne, il y a des centaines de milliers de requêtes pour différents login passwords et de manière très lente. Donc ces requêtes deviennent totalement invisibles pour les clients ou les entreprises ou si vous avez dans votre organisation une page avec un login password, vous allez vous apercevoir que très souvent, et on s'aperçoit de ça sur les sites en ligne, très souvent on s'aperçoit qu'il y a des milliers de requêtes, plus de la moitié des requêtes sont simplement des gens qui testent
des login passwords. Ils ne le testent pas uniquement avec une dizaine d'IP ou une centaine d'IP qu'on pourrait bloquer. Ils testent avec des dizaines de milliers d'IP différentes et tout doucement, une IP après l'autre, ils testent tous les login passwords qu'ils ont achetés parce qu'il y a eu des fuites de bases de données chez d'autres entreprises. Donc des attaques de plus en plus sophistiquées. Et enfin, la troisième tendance, évidemment, c'est le fait que les organisations sont de plus en plus vulnérables, ne serait-ce que par la complexité des infrastructures qui sont utilisées dans chacune des organisations. Aujourd'hui, une organisation, n'importe quelle entreprise, va utiliser aussi bien des applicatifs développés en interne que des applications développées par des tiers, que des solutions du type SaaS en ligne. Et donc, pour pouvoir avoir une solution simple pour protéger l'ensemble de ces données qui sont hébergées dans plein de plateformes différentes, eh bien ça crée beaucoup de vulnérabilité. Et on s'aperçoit aussi qu'un autre aspect qui crée de la vulnérabilité, c'est le partage de responsabilités. Lorsqu'effectivement toutes les infrastructures et toutes les données sont hébergées chez soi, dans sa propre organisation, mais on est conscient des responsabilités que l'on a pour pouvoir protéger nos données. Mais si jamais une partie de nos applicatifs sont dans le cloud, qui maintenant est responsable de protéger cet applicatif? Qu'est-ce qui est de la responsabilité du fournisseur de cloud? Qu'est-ce qui est de la responsabilité de mon organisation? Et c'est souvent ces gaps dans ces partages de responsabilités qui créent des nouvelles vulnérabilités. Pour l'illustrer de manière simple, vous vous retrouvez un peu, si vous êtes le CISO d'une grande organisation, vous vous retrouvez un peu tout seul à lutter contre des centaines de robots qui essayent de vous attaquer. Alors, c'est pas des balles de ping-pong, c'est des attaques, mais voilà un petit peu l'image qui pourrait bien représenter le travail d'un CISO actuellement. C'est pour ça que chez Oracle, on a mis un point d'honneur à, lorsque la décision a été prise d'investir et de déployer une solution de cloud, c'est de déployer un cloud de seconde génération où on a pris en compte toute l'expérience acquise par les autres clouds et beaucoup de choses ont été faites avec les connaissances du moment, mais depuis ces derniers mois et ces dernières années, on a découvert de nouvelles vulnérabilités étaient possibles, ce que l'on pensait impossible avant, comme par exemple la vulnérabilité des processeurs avec Meltdown et Spectre, et donc on a implémenté un cloud de seconde génération où typiquement, on prend la sécurité comme un premier élément de design. Donc toujours, lorsqu'on design un nouveau data center, eh bien, on a pris en compte d'abord la sécurité. On va pouvoir séparer les applications et les données de nos clients des données d'Oracle, donc vraiment totalement isolés l'un de l'autre. Il y a plein d'éléments pour pouvoir démontrer à quel point Oracle a été innovant pour vraiment isoler les données des clients, même des données d'Oracle, mais aussi les clients des uns des autres. Ce qui fait quand vous êtes hébergé dans le cloud d'Oracle, eh bien vous n'êtes pas une possible victime d'un voisin bruyant. Si jamais on parle de voisin bruyant ou de noisy neighbor, si jamais d'un seul coup un voisin a un pic de charge, eh bien dans un cloud de génération 1, ça peut avoir un impact chez vous, mais dans un cloud de deuxième génération, eh bien ça n'a pas d'impact. Et enfin, cet aspect core to edge, donc protéger aussi bien dans le cœur du cloud les données de nos clients, mais aussi durant toutes les couches et le transit des données entre les utilisateurs finaux et le cœur, eh bien, il y a The Edge, la frontière du réseau, et on a déployé toutes sortes de solutions pour protéger les données de votre organisation à The Edge et avec ces services de Web Application Firewall, donc je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui avec des exemples d'attaques. Des statistiques très intéressantes, très récentes, qui ont été publiées il y a quelques semaines seulement par Verizon. Donc ça, j'aime beaucoup ce rapport de Verizon, je vous encourage à le télécharger. Simplement, on s'aperçoit que les attaques externes, donc de personnes externes à l'organisation, sont encore bien plus nombreuses que les attaques internes, donc typiquement des attaques générées par des employés à l'intérieur de votre organisation. Donc aujourd'hui,
On voit que cette tendance est assez stable, même si on voit quand même une légère croissance des attaques faites par des gens en interne. Le deuxième slide, le deuxième figure à gauche est aussi très intéressante pour les retailers. On voit que aujourd'hui le nombre d'attaques faites de manière physique sur les terminaux de paiement dans les magasins, sur le vol de cartes, sur le hacking des magasins ou des points de vente baisse et les hackers se tournent de plus en plus vers, bien sûr, le serveur où héberger l'applicatif. Et donc on voit de plus en plus d'attaques dirigées vers le web app, hein, donc le serveur web et l'application web, que ce soit une application mobile, que ce soit une application du type site web, que ce soit votre API gateway, et une baisse des attaques sur les points de vente. Après, vous voyez les autres statistiques, je ne veux pas vous simplement les lire, vous pouvez les voir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toujours les web application attacks sont toujours les plus fréquentes hein, sur le marché, et d'autres éléments, donc évidemment la motivation première est une motivation financière, la deuxième motivation c'est l'espionnage. Et un autre point aussi, c'est que en général, lorsqu'il y a une application au niveau applicatif, ça prend plusieurs mois pour s'en apercevoir. Et on voit que plus de la moitié des attaques ont été découvertes après plusieurs mois. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une attaque DDoS ou volumétrique, on s'en aperçoit tout de suite, mais elle est facile à voir, mais difficile à bloquer. Mais une application au niveau de l'applicatif, elle est très difficile à voir, mais elle est, à l'inverse, elle est très facile à bloquer. Si on la voit, elle est très facile à bloquer, il suffit de bloquer la requête. Donc on a plein d'outils, et donc l'outil, la sophistication, l'intelligence, elle doit être mise au service de la détection des attaques. Comment est-ce qu'on arrive à détecter si une requête est légitime ou pas légitime? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Des exemples de secteurs qui sont attaqués, donc typiquement les compagnies aériennes pour pouvoir faire de la réservation de tickets, les fausses réservations de tickets, les sites de e-commerce, donc typiquement on va faire des extractions de prix automatiques pour pouvoir ajuster son propre prix un petit peu plus bas. Tout ce qui est base de données, donc effectivement faire des copies de sites web, extraire des bases de données clients d'entreprises. Et puis enfin, il y a simplement l'extorsion, l'extorsion financière, le vol de credentials, ça ce sont des attaques qui sont plutôt qui ciblent plutôt des organisations financières. Pour se protéger, cette fois c'est pas selon Verizon, c'est selon KPMG, les trois principales solutions pour se protéger sont les Web Application Firewall, le Cloud Access Broker et les Bot Managers. Donc aujourd'hui, on va s'attacher plus particulièrement à présenter les Bot Managers et les Web Application Firewall. La manière dont ça fonctionne, c'est assez simple en fait. Si vous le voyez sur le slide, on voit simplement les requêtes sont redirigées vers des points de présence, des Web Application Firewall qui sont distribués et déployés dans le cloud. Et donc toutes les requêtes vont être redirigées vers ces points de présence avant que ces requêtes soient réorientées vers le serveur d'origine. Donc ça permet de filtrer, c'est vraiment cette fonction de barrière entre les utilisateurs finaux d'une application et le serveur où sont hébergés ces applicatifs. Ça peut vous rappeler typiquement le concept de CDN ou de Content Delivery Network, c'est effectivement des concepts assez similaires. Donc il y a dans ce point de présence, ou dans le WAF, on met en place 5 niveaux de protection. Donc vraiment on inspecte en détail d'abord qui a droit d'accéder à ce contenu. Donc vous pouvez bloquer un pays, bloquer certaines IP, peut-être bloquer un user agent, donc typiquement les vieux browsers, on peut les bloquer. Le deuxième niveau d'attaque, c'est la réputation des IP, donc on appelle ça la threat intelligence, donc il y a des sociétés qui sont spécialisées pour pouvoir
recenser la réputation des IP. Et les IP qui ont mauvaise réputation, parce qu'elles participent à beaucoup d'attaques, eh bien elles sont listées et nous on va les bloquer et on fait appel à 5 ou 6 fournisseurs comme ça de réputation d'IP qu'on va pouvoir ainsi utiliser pour bloquer les IP de mauvaise réputation. Le troisième, une fois qu'on a fait ces 2 premiers éléments, on va pouvoir déterminer est-ce que la requête vient d'un humain ou est-ce que la requête vient d'une machine avec notre système de bot challenge. Si on a détecté que c'était une requête humaine, à ce moment-là, on va regarder et inspecter la requête plus en détail pour voir si on identifie une requête malicieuse. Donc malicieuse, c'est la traduction de malicious, donc ça veut dire maligne ou mauvaise. Et effectivement, si on identifie une signature d'une attaque, typiquement ce qu'on appelle le cross-site scripting ou le remote file injection, donc quelqu'un qui essaye de pénétrer à l'intérieur du serveur pour en retirer des données, à ce moment-là, on va pouvoir identifier si cette attaque si cette requête est légitime ou non et décider au final de la laisser passer. Les attaques qui sont encore plus compliquées, à ce moment-là, on fait appel à une équipe d'experts aux États-Unis sur la côte Est, donc près de Boston, où on a Oracle a une équipe d'experts de cybersécurité qui vont pouvoir regarder plus avant le trafic auquel fait face certains clients et pouvoir faire une étude plus poussée de ce trafic. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, eh bien, la requête peut être transmise au serveur d'origine, qui soit dans le cloud d'Oracle, ou bien dans votre data center, ou bien dans un cloud basé chez n'importe où. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux bots. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attraper un bot? Et ça, c'est un sujet très intéressant. Il y a c'est vraiment une application typique de machine learning. Les premières méthodes, je dirais les méthodes un peu anciennes, c'était effectivement d'avoir un CAPTCHA. Alors le problème, c'est que le CAPTCHA, lorsqu'on vous demande de lire ou d'identifier les photos avec un pont ou avec une voiture, c'est très efficace pour pouvoir bloquer les bots, mais le problème, c'est que c'est très efficace aussi pour bloquer les humains. Donc ça diminue beaucoup les revenus et le trafic légitime sur les applicatifs, et souvent c'est vraiment ce qu'on utilise en dernier recours. Donc on va plutôt utiliser une combination ou un système de conditions avec des règles en disant si jamais vraiment on a un gros doute sur cette requête, on peut toujours activer le CAPTCHA en dernier recours. L'autre modèle habituel qui était de première génération de WAF, c'était le rate limiting. Donc on voit qu'une IP essaye de accéder vraiment beaucoup avec le même token sur un applicatif, c'est probablement pas une IP légitime. Donc on va pouvoir bloquer comme ça ces IP qui reviennent régulièrement. L'autre point aussi, c'est le JavaScript challenge. Donc là, on envoie un challenge au browser, et si le browser est capable de répondre à ce challenge, ça signifie effectivement que c'est un browser, et donc on va le laisser passer. Et les deux autres points, le Human Interaction Challenge et Device Fingerprinting, ce sont nos dernières innovations, où cette fois on est capable d'identifier beaucoup plus en détail comment se comporte la souris, comment se comporte le device qui se connecte à l'applicatif, et avec des techniques très avancées, on va pouvoir, parmi le million de données et de logs et de données qu'on récupère pour accéder à une application, on va pouvoir trier et identifier les anomalies. Et typiquement, ça c'est un travail de machine learning que l'on fait sur notre plateforme, identifier les requêtes qui sont un petit peu différentes des autres pour pouvoir les isoler, les étudier plus avant et puis les bloquer si nécessaire. Alors, regardons un exemple. Donc, on a un site de réservation en ligne, et ce qui s'est passé, voilà, le 18 septembre, bon, ça fait un peu plus de 6 mois, 6-7 mois, on voit il y a une homepage, donc la page d'accueil, et puis il y a une page de booking où on peut réserver son billet d'avion. Et là, on voit effectivement une petite croissance du trafic. Bon, c'est pas vraiment une attaque DDoS, ça peut peut-être être une promotion de notre client. Donc on regarde un peu plus avant ce qui s'est passé. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que notre système de WAF a effectivement bloqué, avec le bot manager, il a bloqué cette croissance. Pendant toute cette durée, la croissance du trafic en fait a été entièrement bloquée
parce que notre WAF a identifié que ce n'était pas une requête légitime. Alors, si on regarde, on voit effectivement plus en détail, on voit que le nombre de requêtes qui ont été envoyées vers l'origine, donc ça c'est 90% des requêtes ont été envoyées vers l'origine, et le mauvais trafic généré par des bots, c'est 11% du trafic, donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez sensible, et ils ont été entièrement bloqués par le bot manager du WAF d'Oracle. Et deux fonctions plus particulièrement ont été utilisées pour pouvoir bloquer ce bot. Donc il y a le Human Interaction Challenge, où effectivement on voit que la souris et d'autres paramètres, typiquement la manière dont la personne rentre les données, par exemple, la manière dont il clique sur des liens qui sont dans la page, s'ils sont visibles ou pas visibles, mais on s'aperçoit que ici, il y a à peu près 9 300 000 requêtes qui ont été bloquées par le Human Interaction Challenge et 1,2 million de requêtes qui ont été bloquées par le Device Fingerprinting. Alors, Device Fingerprinting, c'est un peu comme avant. Avant, on identifiait les IP qui faisaient beaucoup de requêtes similaires et on bloquait les IP. Mais là, comme ils ont tous des IP différentes, mais on voit quand même que c'est des devices similaires. Donc on voit des fermes de téléphones portables, par exemple. On voit beaucoup d'exemples de fermes de téléphones portables en Chine qui sont toutes programmées par un command and control pour pouvoir envoyer des requêtes similaires et comme ça extraire des données d'une application. Donc avec le device fingerprinting, on voit que c'est des IP différentes, mais on voit que le device est le même. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à l'identifier et à les bloquer. Alors typiquement, là, ce bot, d'un seul coup, là, on était super content de trouver une attaque aussi sophistiquée. Donc on a regardé, évidemment, l'équipe est très contente. On a regardé un peu plus avant dans les logs. Et là, on voit typiquement donc, ce que les logs nous disent. C'est que c'est une requête, on voit le contenu de la requête, c'est la réservation d'un billet. Et donc on voit qu'effectivement, il clique sur le lien pour réserver un billet qui va de Incheon à Taipei, donc de Séoul à Taipei. Et c'est simplement que le bot était en charge de cliquer sur des vols ici, qui allaient de Séoul à Taipei. Il y avait toute une série de vols, et puis 10 millions de fois, parce qu'effectivement, lorsqu'on en a parlé aux clients, dès qu'on clique sur un vol, lorsque vous-même vous allez sur un site web et vous sélectionnez un vol, eh bien l'application vous laisse normalement entre 20 et 30 minutes pour pouvoir prendre votre carte de crédit, vérifier qu'effectivement vous souhaitez acheter ce billet, et donc le siège est réservé pendant 25 minutes. Et donc ce que ce bot souhaitait faire, c'était réserver tous les sièges disponibles sur l'ensemble des vols de cette compagnie aérienne, de manière à rerouter tous les clients vers le site de la compétition, vers la compagnie aérienne de la compétition. Et donc on pense que ce bot était typiquement loué par la compétition de manière à rerouter tout le trafic vers eux et pouvoir vendre leurs billets directement et faire perdre du revenu à cette compagnie aérienne. Donc une attaque sophistiquée avec simplement des bots, c'est pas une attaque volumétrique, simplement des bots qui essayent comme ça d'avoir un impact très négatif sur cette compagnie aérienne. Un autre exemple d'attaque qu'on a eu aussi il n'y a pas très longtemps, donc cette fois c'est une DDoS, donc c'est pour un site de jeu en ligne. Donc on voit le trafic, il n'y a pas beaucoup de trafic, on voit une cinquantaine de requêtes par seconde. Et puis juste après, le 1er novembre, on voit cette fois le trafic qui monte à 3000 requêtes par seconde. Et donc là on voit une attaque volumétrique au niveau HTTP. Le nombre de requêtes augmente. Et on utilise, pareil, il y a un bot qui a été utilisé pour lancer un grand nombre de requêtes et faire tomber le serveur. Là, c'est typiquement pour faire tomber le serveur du client. Évidemment, on l'a protégé. On l'a protégé cette fois avec le bot manager, mais c'est la partie JavaScript qui s'est mis en route. Donc typiquement, on va voir ici, voilà. Donc le bot n'était pas capable de répondre au JavaScript Challenge, donc on ne l'a pas laissé passer. Et presque l'intégralité de l'attaque a été bloquée par le JavaScript Challenge que nous avions envoyé par le WAF. Donc le WAF vérifiait si c'était bien une requête d'un browser. Ce n'était pas une requête de browser.
Donc, l'attaque a été intégralement bloquée. Ça, c'est un cas qui ressemble beaucoup à du ransomware, hein. C'est-à-dire on teste si une attaque DDoS fonctionne. Si l'attaque DDoS avait fonctionné, probablement ce client aurait reçu un email en disant voilà, on vient de faire tomber votre applicatif pendant 15 minutes. Si vous ne nous payez pas, à ce moment-là, on va faire tomber votre applicatif toute la semaine prochaine. Et il y a cette espèce de chantage qui est mis en route. Et donc voilà, le WAF peut le protéger. Ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment la distribution du bot. Donc on voit là, il y a des IP partout, hein, donc au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Algérie, en Palestine. On voit vraiment que les bots, ça nous donne pas d'indication sur qui a le command and control sur ce bot, mais les machines compromises, il y en a partout dans le monde aujourd'hui. On voit des bots avec vraiment des centaines de milliers d'IP. C'est de plus en plus impressionnant et c'est en croissance exponentielle. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a eu un peu de trafic qui n'a pas été bloqué, surtout au début. Mais on a tout de même pu protéger l'origine. Donc l'origine n'a pas été du tout impactée par cette fuite de l'attaque, hein. On voit qu'il y a eu 60 000 requêtes qui sont passées pendant les 10 minutes, les 10 premières minutes, mais ces requêtes ont été cachées. Donc si on regarde le trafic à l'origine, là, il n'y a aucune croissance du trafic. Simplement, l'attaque a été entièrement absorbée par le WAF. Donc, pendant les 10 premières minutes, il y a le cache qui s'est mis en route pour cacher les requêtes, et donc le contenu a été délivré par notre cache, et non pas par le serveur d'origine. Et puis tout de suite, lorsqu'on s'est aperçu que le bot ne passait pas le JavaScript Challenge, et bien à ce moment-là, toutes les requêtes ont été bloquées, et l'hacker il s'en est aperçu, donc il a arrêté d'envoyer les requêtes, et il est parti ailleurs. On a d'autres exemples d'attaques très intéressantes. Un autre site, cette fois c'est au mois de mars, et donc on voit ici une des plus grosses attaques auxquelles on ait pu faire face. On voit que ça monte jusqu'à 450 000 requêtes par seconde. Donc là, aucun serveur peut résister à ça, hein. Donc on voit vraiment un exemple d'attaque où c'est un bot énorme qui a envoyé 450 000 requêtes par seconde. Il a commencé une fois et puis après il s'est arrêté. Il a recommencé une deuxième fois et comme on résistait, grâce à l'infrastructure d'Oracle, on a cette capacité vraiment faramineuse de résister à ce type d'attaque, eh bien il est parti. Mais on voit aucune infrastructure n'aurait pu résister. Je pense que ça, c'est l'une des plus grosses attaques que moi j'ai eu la possibilité de voir, hein. Et ça a eu lieu et le système a bien fonctionné. Donc pour nous, évidemment c'est très réjouissant d'une certaine manière. Le client, lui, ne voit rien. Il est simplement informé. Il n'y a pas d'impact sur sa performance. Il est informé à la suite de l'attaque. Une attaque a eu lieu sur son applicatif. Voilà le rapport. Il peut accéder en ligne au dashboard et à son panel de contrôle pour voir ce qui s'est passé. Mais tout ça est fait de manière totalement automatique. Et c'est ça où l'automatisation de la protection, le fait de pouvoir protéger une application, qu'elle soit hébergée chez vous, hébergée dans un autre cloud ou bien hébergée dans notre cloud, donc cette possibilité de protéger votre applicatif même dans un contexte hybride ou multi-cloud, ça vous permet de simplifier votre protection, de ne pas être tout le temps constamment en alerte d'un coup de téléphone qui vous dit attention, il y a une attaque, il faut réagir. Tout ça est fait automatiquement dans le background afin de pouvoir vous protéger de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Donc en conclusion, quelques recommandations, hein. Toujours utiliser un système de couches de protection, hein, donc depuis le cœur jusqu'à la frontière, s'appuyer sur une solution cloud. Dans ce cas-là, pour le WAF, il y a un énorme bénéfice, hein. Un énorme bénéfice, c'est effectivement de pouvoir résister à des attaques très grandes, de pouvoir bloquer ces attaques à la frontière du réseau, hein. Donc c'est souvent avec les petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières. Ben là, on va bloquer les petits ruisseaux à la frontière du réseau, de manière à ce qu'effectivement les serveurs
de votre organisation ne sont absolument pas touchés par les attaques. Il y a des barrières qui vraiment les protègent de manière impénétrable. Et enfin, le troisième aspect, c'est effectivement de pouvoir protéger vos données où qu'elles soient. C'est-à-dire que nous ne sommes pas et comme c'est souvent le cas, on n'a pas défini notre solution de sécurité uniquement pour protéger des applicatifs qui sont chez Oracle ou qui sont faites par Oracle ou avec Oracle. On a mis une solution de sécurité qui est capable de protéger l'ensemble des applications de votre organisation. Ainsi, on simplifie la manière dont vous pouvez gérer votre sécurité. Je vous remercie, c'était une espèce de brève introduction en fait au service de sécurité et quelques exemples d'attaques. Si vous avez des questions, je pense que vous avez pu les poser, on va pouvoir regarder s'il y a des questions. Je pense que Jérôme a peut-être lu les questions et il va me dire s'il y en a. Je vous remercie beaucoup. Oui, Julien, merci pour ta présentation. Avant d'adresser les questions, peut-être effectivement dire à nos participants qu'on va dans les mois qui viennent préparer une présentation beaucoup plus technique de la technologie. Là, tu nous as fait un overview et les gains réellement métiers qu'on peut avoir à protéger convenablement ces applications. On viendra sur les parties techniques. Et ce qui m'amène à te poser la première question que j'ai pu voir sur le chat, qui concerne un point d'architecture de notre solution. Et la personne demande, est-ce que aujourd'hui le WAF proposé par Oracle fonctionne comme un proxy? Oui, effectivement, oui, ça fonctionne comme un proxy. Donc ça fonctionne comme de la manière suivante en fait. Ça fonctionne avec une redirection d'INS. Donc typiquement toutes les requêtes des utilisateurs finaux vont vers le domaine de l'application, que ce soit même sont des requêtes HTTP. Donc il y a un domaine, que ce soit même une requête vers une API ou vers une application, que ce soit une application mobile ou un site web. Et donc, on va simplement demander à votre organisation de mettre en place un CNAME. Un CNAME en DNS, c'est simplement une redirection du domaine que vous souhaitez protéger vers un sous-domaine d'Oracle. Et ce sous-domaine d'Oracle, il va être géré par Oracle et il va rediriger tous les utilisateurs qui font des requêtes vers le WAF, le Web Application Firewall, le plus proche de cet utilisateur. Et c'est ainsi qu'on arrive à pouvoir rediriger les requêtes, donc vraiment comme un reverse proxy. On voit les requêtes arriver vers le proxy, les proxys qui sont distribués et déployés à travers le monde. On inspecte le trafic avec les 5 éléments d'inspection que j'ai décrits. Et si les inspections sont passées de manière positive, eh bien à ce moment-là, la requête est forwardée vers le serveur d'origine, ou bien là, elle sera répondue. D'accord, merci Julien. Je pense que ce sont des éléments qu'on présentera effectivement lors de ce prochain webinaire, parce que la simplicité de l'architecture me semble être un vrai atout pour la protection des applications, qu'elles soient positionnées dans les data centers Oracle, mais aussi chez les clients ou voire même dans les data centers nos compétiteurs IBM, Amazon ou que sais-je. On a une deuxième question qui est cette fois-ci peut-être un petit peu plus orientée sur la localisation des points de réseau, des points sur lesquels on est présent. Et on a une personne qui nous demande quelles sont les villes d'Europe où se trouvent les WAF. Alors oui, Oracle, évidemment, depuis un an, fait face à un processus de déploiement de cache et de data center à travers le monde très intense. Actuellement, en Europe, on a des WAF à Londres, à Amsterdam, Dublin et Francfort. Aux États-Unis, il y a Seattle, Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami. Et après, il y en a aussi au Canada, donc à Toronto.
Et en Asie, on a également de nombreux points de présence à Hong Kong, très important pour pouvoir bloquer les attaques venant de Chine, à Tokyo, à Séoul et à Singapour. Donc on a maintenant une bonne présence pour protéger de manière globale les applications. Et il faut savoir que tous les nouveaux data centers de Oracle, donc dès qu'il y a un nouveau data center, il y a immédiatement aussi l'infrastructure de WAF qui est mise en place dans tous les nouveaux data centers. Donc typiquement à Sao Paulo, il va y avoir un nouveau data center, il y aura aussi un WAF à Sao Paulo. D'accord, merci Julien. Alors, il y a une question qui vient d'arriver également sur le chat. Merci à tous pour vos questions d'ailleurs. J'ai une personne qui nous demande comment ce Web Application Firewall, donc qui est cloud, se positionne vis-à-vis de notre concurrent, compétiteur et néanmoins confrère Akamai. Oui, ça c'est une très bonne question. Le WAF d'Akamai est très bon, hein, je le connais très bien pour plein de raisons. Et il a les fonctionnalités similaires à celui d'Oracle, hein. Donc effectivement, on s'aperçoit en plus, maintenant ils ont fait des progrès. Avant, le WAF d'Akamai se concentrait, il y avait une partie prolexique, donc c'était la partie DDoS pour les IP, et une partie WAF ou Kona pour se protéger des OWASP Top 10, donc les attaques les plus... les attaques listées par le projet open source OWASP. Et récemment, Akamai a fait l'acquisition de plusieurs sociétés et a pu intégrer la partie bot management. Oracle avait pas mal d'avance en fait sur le travail et le développement de solutions pour le bot management. Et donc aujourd'hui, je pense que Akamai a une solution assez similaire à la nôtre. Moi, j'ai tendance à penser que la nôtre peut s'implémenter de manière plus simple, hein. Traditionnellement, les solutions d'Akamai sont tout de même assez touffues d'une certaine manière, hein. Le portail d'Akamai est assez touffu et peut prêter à confusion. Et on s'aperçoit que parfois certaines règles chez des clients qu'on a vus n'était pas implémentée, non pas parce qu'elle n'est pas disponible chez Akamai, mais parfois parce qu'on ne la trouve pas ou parce que le portail est un peu touffu. Donc la solution est assez similaire, hein, assez similaire. Si je résume, Julien, tu dis qu'on a un temps d'avance en innovation sur les technologies de protection des applications et un temps d'avance sur la simplicité d'implémentation. Alors, ça m'amène à venir sur... alors pour finir de répondre à la question qui est posée, mettez-nous en compétition avec Akamai et vous allez découvrir la puissance de ce Web Application Firewall. Et en question, peut-être la dernière question que je vois sur mon écran, c'est sur l'implémentation justement, donc ce qui est un avantage de la solution Oracle. Aujourd'hui, quelle est la difficulté d'implémentation? Comment se passe un projet d'implémentation de notre solution? Bah alors tous les services d'implémentation d'abord sont disponibles via des API, hein, donc vous pouvez utiliser la solution la documentation d'API pour pouvoir faire une implémentation, mais sinon à travers le portail d'Oracle, d'OCI, hein, de Oracle Cloud Infrastructure, vous ouvrez un compte, vous avez accès directement au compte d'Oracle Cloud. Donc c'est le compte où vous pouvez acheter du compute, du storage, mettre en place votre architecture, mais si vous le souhaitez, vous pouvez uniquement prendre le service qui est listé dans les Edge Services, donc le Web Application Firewall, et vous pouvez uniquement utiliser le WAF à l'intérieur de votre interface d'OCI. Et instantanément, typiquement, on va vous demander de rentrer les coordonnées de votre origine. On vous fournira en retour le CNAME vers lequel rediriger votre domaine.
Et puis, en 3-4 clics, vous allez pouvoir configurer les règles et les niveaux de protection que vous souhaitez mettre en place pour votre application. L'origine peut être, comme on l'a plusieurs fois dit, l'origine peut être aussi bien chez Oracle, dans le cloud d'Oracle, que chez un autre cloud. Donc ça, c'est notre engagement de rester ouvert. Et puis après, une fois que le WAF est activé, une fois que vous avez fait la redirection du domaine, le trafic va passer par notre WAF et juste un détail, mais la facturation est exclusivement au trafic. Donc il n'y a pas de coût mensuel minimum. On facture simplement au trafic qui passe à travers le WAF. Le trafic est effectivement légitime. On ne facture pas pour le trafic illégitime. Donc on ne facture pas pour les attaques, mais le trafic légitime passe à travers du WAF à partir du moment où vous l'avez implémenté. Et à ce moment-là, on facture en fonction du trafic sans fee mensuel, ce qui est aussi une autre différence par rapport à Akamai. Et donc en quelques minutes finalement, à partir du moment où vous faites le changement de DNS, il n'y a aucun changement de code à faire dans votre application, aucune implémentation de hardware, vraiment rien de particulier. Le trafic est redirigé par DNS comme un reverse proxy et ça peut être mis en place instantanément. D'accord. Merci Julien pour ces précisions. Je pense que dans l'agenda de notre prochain webinaire sur ce sujet, une petite démonstration sera la bienvenue pour passer des paroles aux actes, si je puis dire. Je ne vois plus de questions dans la fenêtre de questions. Il me reste, Julien, à te remercier pour cette brillante explication. À remercier également tous les participants de s'être connectés aujourd'hui pour le live de ce webinaire. Vous rappelez plusieurs petites choses, le replay bien évidemment, mais vous rappelez que vous pouvez rester connecté avec Oracle au travers de nos différents canaux de communication, qu'il s'agisse des blogs, qu'il s'agisse de Twitter, de YouTube, et également la possibilité que vous avez d'utiliser des crédits cloud que je fais apparaître. Hop là. Voilà, des crédits cloud que vous pouvez avoir automatiquement en cliquant sur le lien qui s'affiche ou en allant voir sur les sites Oracle pour essayer toutes ces technologies assez facilement. Et encore une fois, surtout, n'hésitez pas à contacter Oracle pour avoir une assistance technique ou pour avoir une assistance commerciale pour la mise en œuvre de ces solutions ou du moins, sans parler de mise en œuvre, déjà un POC, un Proof of Concept en grandeur nature. Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire.